Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour a des liens profonds avec le tennis, avec le Monte Carlo Country Club, avec le Rolex Master qu'elle considère un peu comme sa seconde famille. Elle s'intéresse au théâtre, à la carabine, elle est passionnée de tir, influencée par sa grand-mère, la princesse Antoinette. C'est une personnalité monégasque qui allie amour pour le tennis et pour les chiens et la société canine dont elle s'occupe avec beaucoup d'engagement. Sa foi est un pilier essentiel de son engagement associatif et culturel aussi et qui lui permet de contribuer à la société monégasque avec compassion et dévotion. Bonjour Mélanie Antoinette de Massy. Bonjour Geneviève. Alors c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, un plaisir, un honneur, parce que vous avez une parole assez rare, on vous entend peu, on parle très peu avec vous. Vous dites toujours que vous êtes très rigoureuse et que vous voulez parler chiffres et des choses qui sont utiles. Alors aujourd'hui, ça nous fait plaisir de parler un peu de vous. Est-ce que vous êtes prête pour l'exercice ? Oui, bien sûr. Après, je pense que ma porte est aussi toujours ouverte, donc les gens savent où je me trouve. Si on veut me parler, on peut me trouver au Monte Carlo Country Club ou à Monacoville, généralement, sinon. Ah oui, alors vous avez grandi à Monacoville ? Oui, je passais toute ma vie à Monacoville. Enfin, j'ai toujours vécu avec ma mère et Dieu merci, j'ai la chance d'y vivre encore. Et c'est un peu mes deux piliers en termes de région géographique monégasque, on va dire. C'est vraiment le Rocher et le Monte Carlo Country Club. Le Monte Carlo Country Club, vous m'avez dit, je l'ai connu très très vite. Alors votre maman vous a emmené ici tout de suite ? Parce que je dis ici parce qu'on est au Country Club aujourd'hui pour se parler. Oui, donc, absolument, dans mon bureau, oui, d'ailleurs. Et elle vous a emmené avec elle ici tout de suite ? Oui, tout de suite, absolument. Ça, certains de mes collaborateurs étaient là déjà avant ma naissance, donc ils pourront vous raconter, même partager quelques souvenirs s'ils le souhaitent. Depuis que je suis née, enfin certains se souviennent déjà de ma mère quand elle était enceinte de moi, enfin bien avant bien sûr, mais enceinte de moi, et puis moi dans ses bras ou dans mon couffin. Il y a même dans le Wildcard Bar il y a plusieurs photos, et une des photos, il y a ma mère au centre avec un tout petit bébé dans les bras, et c'est moi, je devais avoir un mois peut-être, quelque chose comme ça. Ah oui, alors la terre battue sous vos pieds, c'est depuis aussi loin que remontent vos souvenirs en fait. Ah, absolument, oui. Ouais. D'ailleurs, le club, comme le tournoi, la fédération, mais aussi, d'ailleurs, vous en parlez, la Société canine et l'Expo canine, ce sont vraiment des choses qui m'ont bercé toute ma vie. Est-ce que tout de suite, vous vous dites j'aime le tennis » dès que vous commencez à réaliser où vous êtes et comment vous passez vos journées ? Est-ce que vous dites c'est un monde qui me plaît ? Ah oui, absolument. Je pense que je n'ai même pas vraiment besoin de me poser la question. C'est presque dans mon ADN, j'ai envie de dire. J'ai toujours connu ça. J'ai vu aussi l'amour de ma grand-mère, mon grand-oncle et d'autres membres de ma famille pour le tennis, mais surtout l'amour, presque, j'ai envie de dire la dévotion de ma mère pour le tennis. Elle y a quand même consacré plus de 50 ans de sa vie. Et en créant la première équipe féminine de Monaco, du club, en 1970. Ouais. Puis elle est rentrée, le prince Régnier a demandé à ma grand-mère et à ma mère ma grand-mère de reprendre la présidence et ma mère la vice-présidence en 1972. Et malheureusement, elle est décédée en 2020. Donc c'est vraiment 50 ans de sa vie dédiée au tennis monégasque, même international en fait. Oui, même international, parce que le tournoi... Aujourd'hui, on l'appelle le Rolex Masters, mais le tournoi de Monte Carlo, c'est un tournoi qui fait partie depuis toujours du circuit international. C'est pas un tournoi isolé comme ça. Ah non, absolument. Bon, après, le circuit ATP, l'ATP a été créé en 1990, mais même auparavant, depuis fin du 19e siècle, il y a vraiment un circuit international, et notre tournoi est un des plus vieux au monde et le plus vieux tournoi sur terre battue. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, le plus vieux tournoi sur terre battue. La première édition a eu lieu en 1897. Dites-moi, quand on prend la direction de ce tournoi et du country aussi, du country club, un jour, quand vous vous retrouvez avec cette responsabilité sur les épaules, quel effet ça fait ? Est-ce que ça fait peur ? Est-ce que c'est lourd ? Est-ce que c'est motivant ? Quelle est la première réaction que vous avez eue ? Alors, sincèrement, je ne sais pas si je m'en suis rendu compte comme vous le dites, comme ça.
Parce que vraiment, quelque part, ma mère m'a formée depuis ma naissance. En commençant même, disons que j'ai appris à faire les cours quand j'avais 6-7 ans par les hommes de cours et le service technique. Quand ma mère avait des longues réunions, parfois je restais pendant la réunion à faire mes devoirs d'école. Par exemple, quand j'avais 6-7 ans, justement, des petits devoirs. Et puis, si c'était très long, parfois je descendais, je rejoignais le service technique, dont un ou deux sont encore là, même les jardiniers, ça ils pourront vous raconter. Ils m'ont appris à arroser les cours, puis à passer le filet, etc. Donc j'ai vraiment, si vous voulez, appris en grandissant vraiment entièrement la vie du club, la vie du tournoi, comment ça s'organise. Puis adolescente, ma mère me donnait des petites missions, pas des choses très importantes, je présume, mais à 12, 13, 14 ans, ça avait son importance. Et donc voilà, elle m'a formée toute ma vie. Puis je suis devenue vice-présidente en 2008, quand j'avais 23 ans. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, on travaillait sur absolument tout en binôme. Là, je pense surtout au club, au tournoi. Parce qu'encore la fédération, déjà quand j'avais 16 ans, elle m'envoyait parfois en Coupe Davis à représenter seule, dépendant si elle ne pouvait pas ou pour X raisons participer au déplacement. Mais pour le club et le tournoi, voilà, à partir de ce moment-là, nous avons travaillé les projets en binôme, ensemble. Donc, ça a été, son décès a été évidemment un choc, et de plus pouvoir travailler avec elle présente, même si quelque part elle est toujours avec moi. Ça n'a pas été dans mon fonctionnement quotidien, ça n'a pas été un grand changement du tout, d'autant que tous mes collaborateurs étaient, comme je dis, déjà là, ou avant ma naissance, ou depuis que j'étais enfant. C'est des gens avec qui j'avais l'habitude de travailler au quotidien avec ma mère, et donc notre façon de travailler. Bon, il y avait le grand vide qu'a laissé ma mère, certes, mais nous avons continué à travailler de la même façon. Là, mon bureau, c'était son bureau, c'est le bureau dans lequel on travaille toutes les deux. Donc il y a quand même eu, finalement, une transition très douce. Ouais, une sorte de continuité, en fait. Absolument, oui. Est-ce que vous avez eu la sensation que c'était plus dur? Mais vous avez en partie répondu, elle est toujours là, en fait. Donc moi, je voulais savoir si c'était plus dur maintenant que c'est vous qui êtes présidente, ou c'était dur depuis toujours parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, parce qu'on travaille beaucoup. Disons qu'évidemment, je ressens plus le poids des décisions sur mes épaules. Voilà. Parce qu'avant, c'était... au final, c'était quand même la décision de ma mère. Même si on en parlait ensemble, souvent on prenait les décisions ensemble, c'est quand même, au final, la présidente qui décide. Voilà, exactement. Donc là, oui, peut-être sur le poids des décisions. Aussi, c'est vrai qu'il y a certains moments où j'aimerais pouvoir encore, comme nous faisions dans le passé, mais lui parler des choses et qu'on prenne justement les décisions à deux. Parfois, je me retrouve à devoir prendre des décisions où, sincèrement, c'est sûr que j'aurais préféré qu'on les prenne ensemble. Après, comme je dis, vu que nous étions tellement proches, tellement en symbiose tout le temps, finalement, j'ai quasi aucun doute. Mes collaborateurs, pour la plupart, pensent la même chose, que les décisions que je prends, elle aurait certainement pris les mêmes. Alors parlons de ces décisions, parce que depuis donc 2020, et depuis que vous avez pris la présidence et du country club et du tournoi et de la fédération, je pense pratiquement en même temps. Oui, absolument. Voilà. Tout suite à son décès. Tout suite à son décès. Il y a eu beaucoup de décisions. Alors, il y a eu notamment celle qu'on a vue sur le tournoi. Vous avez fait des grands développements sur l'organisation de la zone VIP, la façon de la mettre en place. Est-ce que c'était une volonté de donner un nouveau souffle, ou est-ce que c'était une nécessité de trouver des solutions pour que ce village VIP se développe? Écoutez, je dirais un peu des deux, c'est-à-dire il faut toujours se développer. La société va très très vite, surtout, j'ai l'impression de plus en plus vite d'ailleurs. Et, c'est dingue, c'est vrai. On se demande où ça va aller, mais tous les autres tournois s'agrandissent, se développent aussi, donc on peut pas toujours rester. Nous sommes à Monaco, tout va bien. Il faut aussi regarder ce que font les autres. Et je pense qu'il était temps, surtout après la période Covid aussi. Oui, parce que ça coïncide, hein. Absolument. 2020, ça coïncide avec la fin l'après-Covid. Quand vous prenez la présidence, et les premiers changements que vous mettez en place, c'est l'après-Covid. Il y a eu plusieurs choses. Oui, le tournoi a été annulé. Nous avons été évidemment contraints d'annuler le tournoi en 2020. En 2020 à cause du Covid. Donc mi-mars, il y a eu le lockdown, le couvre-feu. Donc là, branle-bas le combat. Ici au club, nous avions quasiment monté toutes les tribunes. On était en train de monter on avait commencé à monter le village. Ma mère était encore vivante, souffrante, mais encore vivante. Donc
décision dure, mais en même temps, c'était même pas une décision, c'était contraint et forcé. Donc ça a été quand même une période très compliquée. Et puis 2021, la grande décision, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le joue à huis clos ? Mais comme tous les autres tournois, on n'était pas les seuls dans cette situation, mais qu'est-ce qu'on fait ? Faire plusieurs budgets, analyser les budgets. Quelle décision on prend ? Est-ce qu'on continue ? On le joue à huis clos ? C'est ce que les joueurs souhaitent, évidemment. C'est ce parce que les joueurs voulaient jouer. Hein. Ah bah oui. C'est aussi leur gagne-pain. Hein. Ouais. C'est leur travail. Et il y avait quand même 1000 points à prendre. Hein. Aussi, 1000 points, et puis le prize money, et puis c'est leur vie. Comme tout le monde, on avait aussi marre de... je ne sais pas si je vais dire rester à la maison et se tourner les pouces. Je ne pense pas que c'est ce qu'ils faisaient, mais tout le monde avait envie de reprendre revenir à une vie normale. Et donc il y a eu... ça, ce n'était pas une décision que j'ai prise seule, hein, évidemment, mais le conseil d'administration, nous avons décidé que oui, même à huis clos, il fallait y aller, la vie devait reprendre, ou devait continuer. D'ailleurs, pour l'Expo Canine aussi, nous avons fait d'éditions retardées, mais en septembre, mais en 2021 aussi. Et puis, pour les changements, donc de 2022, nous avions encore finalement l'ombre du Covid. Jusqu'à quelques semaines avant, nous n'étions pas sûrs si on allait avoir une jauge, si on allait pouvoir jouer avec les stands pleins, s'il fallait mettre des plexis pour séparer. Il y avait encore beaucoup... vraiment l'ombre du Covid, voilà, j'ai envie de dire. Et donc, je n'allais pas commencer à m'amuser à essayer de trop changer les choses à ce moment-là. Et ça n'aurait pas été très, très judicieux. Et puis, M. Franulovic, à ce moment-là aussi, a pris sa retraite. Et ça me tenait à cœur. Je souhaitais vraiment que David Massey, que je connaissais depuis déjà de très nombreuses années, rejoigne notre équipe. Il avait à ce moment-là la position la plus haute dans les bureaux européens de l'ATP. Et c'était quelqu'un que ma mère appréciait énormément aussi. Et déjà, pour rien vous cacher, en 2019, nous parlions ensemble, ma mère et moi, du futur et d'avoir Chris Kermode, qui était à ce moment-là président de l'ATP, rejoindre notre équipe. Et en se disant, un jour, dans le futur, dans quelques années, d'essayer de demander, d'approcher David, de voir s'il pouvait rejoindre notre équipe. Donc c'était vraiment un projet que nous avions, ma mère et moi. Et moi, j'avais vraiment envie de commencer, on va dire, cette nouvelle ère sans ma mère. Avec Chris, bien sûr, mais avec David aussi. Et il a tout de suite accepté. Et donc, on a vraiment développé ces idées, ces nouveautés et cette nouvelle ère ensemble. Donc, avec le nouveau village et d'autres services pour toujours essayer de rendre le tournoi encore plus exceptionnel qu'il ne l'est. Oui, parce que il y a une chose que vous m'avez dite là juste à l'instant, vous me dites il y a d'autres tournois, tout le monde s'agrandit, tout le monde... Il y a une contingence qu'on a ici, c'est que vous ne pouvez pas vraiment agrandir le tournoi. C'est-à-dire que le country club, il a la taille qu'il a et il ne pourra pas aller au-delà, je pense. Ou aussi. On peut toujours essayer de gratter un peu, mais... On peut toujours essayer de gratter un peu. Mais non, évidemment, on a cette... comme à Monaco, hein, c'est un peu le fil conducteur de tout Monaco. Oui. Ouais. On a quand même plus de 3 hectares. On a toujours peut-être des idées aussi pour creuser, on va dire. Ma mère, d'ailleurs, son dernier gros projet a été le pavillon de la Bergerie, où grâce surtout au sous-sol, mais aussi au bâtiment, nous avons gagné quasiment 1500 mètres carrés. Oui, puis il y a des installations, il y a la salle de gym. Enfin, est-ce que je crois que pendant le tournoi, ce sont les vestiaires des joueurs Non, les vestiaires des joueurs, ça c'est au sous-sol du pavillon des Pins, qui a été inauguré en 2005. Enfin, les vestiaires en 2004 et le pavillon des Pins en 2005. Et le pavillon de la Bergerie, les sous-sols ont été inaugurés en 2018 et le bâtiment en 2019. D'accord. Et là, pendant l'année, c'est notre centre de fitness. Donc, tout ce qui est salle de gym, cardio, musculation et une salle de ping-pong, de tennis de table aussi. Et pendant le tournoi, c'est tout ce qui est restaurant des joueurs. Donc, restaurant des joueurs, lounge, famille joueurs. C'est leur coin. Oui, et salle de conférence de presse aussi. Et en fait, en sous-sol, ça a été vraiment des énormes travaux. Ça a été relié à leur vestiaire par une galerie. D'accord. Donc, en fait, il y a tout un monde souterrain qu'on ne peut pas réaliser quand nous sommes sur le site, mais tout un monde souterrain où les joueurs passent de leur vestiaire, ils passent dans un tunnel pour arriver en fait finalement dans les sous-sols d'un autre immeuble, où là ils peuvent prendre l'escalier ou l'ascenseur pour monter soit au 2e, 3e étage pour le restaurant, ou au rez-de-jardin pour les interviews, conférences de presse. Encore plus bas dans les sous-sols, il y a tous les espaces de télévision, là où ils font les montages, etc.
Oui, parce que ce qu'on dit souvent, mais on ne va pas se priver de le répéter ici, c'est que le Rolex Master, c'est un très très gros succès populaire. C'est-à-dire que les 3 hectares dont vous parlez, pendant le tournoi, sont complètement envahis par le public. C'est plein tous les jours, en fait. Bien, écoutez, pour vous donner quelques chiffres, là, en 2023, donc, je suis vraiment très heureuse parce que la nouvelle équipe, nous avons vraiment battu tous nos records en termes de personnes sur le site. On a fait 143 223 personnes. Donc, pour vous donner une idée... C'est beaucoup quand même, ça. C'est vraiment beaucoup, oui, en effet. Pour vous donner une idée, notre record avant, c'était en 2017, 138 765 personnes. Ah oui, donc il y a quand même déjà un fléchissement à la hausse. Mais vous les mettez où? On a fait des nouvelles... Alors, je crois que pour 2024, oui, mais vous aviez déjà fait des nouvelles tribunes, non? Non, ça non. Mais c'était du remplissage maximum. C'était du remplissage, et notamment sur notre cours numéro 2, qu'on appelle le cours du Prince. Où là, par exemple, même regardez, pour cette année, alors, c'est pas, on verra, de toute façon, on dépend évidemment aussi beaucoup de la météo, mais si on se base sur les réservations, enfin les achats de billets et de loges l'année dernière à la même date, on est sur la plupart des catégories plus de 40% en avance en termes de timing. Ah oui. C'est colossal. Bah oui, ça semble. Mais là, on a été plus de 40% en avance depuis l'ouverture de la billetterie. Alors c'est une satisfaction, j'imagine, pour vous, hein, cet engouement pour le tournoi, dont j'ai lu ça et là que beaucoup de joueurs disent que c'est un des plus beaux tournois du monde. On est tous d'accord, c'est un des plus beaux cours centraux du monde, ça c'est sûr. Comment on fait? Vous dites on a 143 000 personnes sur site. J'ai lu à la suite de la première conférence de presse que vous avez donnée pour l'édition de cette année que vous aviez un souci d'abord d'améliorer la visibilité dans les tribunes, je crois, du côté mer en changeant l'inclinaison, etc. Et ensuite diversifier l'offre de restauration, les spots de restauration, donner plus de place pour améliorer encore l'expérience du spectateur, c'est ça? Oui, absolument. C'est toujours dans la recherche de s'améliorer. Hein, chaque année, on peut pas tout faire en même temps. Mais c'est vrai que l'année dernière, nous avions fait donc ces nouvelles structures. On avait mis énormément d'énergie dans l'amélioration des structures En fait, on appelle ça le village VIP, mais c'est plus le village des partenaires. Oui. En réalité, tous les partenaires ont leurs espaces privatifs. Et puis, autour du cours central, on avait mis les écrans LED aussi. Oui. Ça, je pense que ça a beaucoup changé, amélioré la dynamique autour du cours. Et donc, cette année, en effet, on a modifié un petit peu la tribune côté mer du cours central parce qu'on s'est rendu compte que certaines places, il manquait de visibilité du fond du cours. Ouais. Ouais, donc, dépendant du jeu, ça pouvait... c'était pas terrible. Donc, la tribune, maintenant, va faire un peu moins de 2 mètres, à peu près 1,80 m plus haut. Donc, c'est pas une énorme différence, mais ça a permis de changer l'inclinaison pour que vraiment tous les spectateurs de cette tribune puissent avoir une vue parfaite sur le cours. Plus de loges aussi. Plus de loges, voilà, 26 loges en plus, parce qu'il y en a une 26 loges quand même. Ouais. C'est vraiment là, on a ça depuis très longtemps, hein, mais chaque année on a de plus en plus de demandes et il y a une liste d'attente interminable pour les loges. Alors ce que vous me dites, c'est que même avec les 26 loges en plus, il y aura encore une liste d'attente. Ah oui, absolument, oui. Ah oui. Mais après, on veut garder aussi des places grand public. On a plusieurs différentes catégories d'ailleurs dans la tribune. Mais ça, il faut qu'on en garde. Mais en faisant cette nouvelle inclinaison de la tribune, nous avons pu aussi créer un portique en dessous, ce qui permet, parce que c'est un problème que nous avons aussi, c'est même si, évidemment, il ne pleut jamais, mais en cas de pluie, on manque réellement d'espace couvert pour le grand public. Et là, sous ce portique, ça crée aussi un espace où les gens peuvent aller, même s'il y a trop de soleil, ils veulent se mettre à l'ombre aussi. Hein, mais s'abriter, en fait. Voilà, s'abriter, oui. Ouais. Et on a aussi mis un portique en dessous de ce qu'on appelle la tribune Z, qui est la tribune côté mer du Cours des Princes, ce qui là a permis d'agrandir l'espace restauration de ce qui était le restaurant des pâtes, en fait, même pâtes emportées. Et Pasta Corner, on l'appelait. Maintenant, on va être le Italian Corner avec une offre plus variée sur les produits italiens. Et là, on a demandé, nous avons fait l'année dernière une appel d'offres de 2024 à 2028, tous les restaurants. Il faut savoir qu'on a 6 restaurants plus les buvettes, donc c'est non négligeable. C'est pas du petit catering, hein, c'est vraiment. Non, il y a vraiment 6 restaurants. C'est vraiment de l'industrie. Enfin, il faut un vrai savoir-faire. Hein. Ouais, plus je crois 8 ou 9 buvettes. Ouais.
Et donc, notamment sur les buvettes, on a demandé une plus grande diversité. Une des buvettes va devenir un salad bar. Ça, il nous manquait. Sur une ou deux, il va y avoir des hamburgers, ce qu'on n'avait pas forcément avant non plus. Et surtout, voilà, un nouveau service que nous n'avions pas avant, qui est le click and collect. Oui. Donc, pour les personnes qui n'ont pas envie de faire la queue et d'attendre et qui veulent surtout pas rater les matchs, ils peuvent commander par leur téléphone. Et ils savent exactement quand ils peuvent venir au stand chercher leur salade ou leur sandwich. Ils récupèrent avec un numéro, un truc comme ça. Oui, absolument. Avec le code sur leur téléphone. Ah, ça c'est super. Oui, absolument. Ça, je pense que ça va vraiment changer l'expérience des fans. Vraiment ceux personne n'aime faire la queue de toute façon, mais ceux qui sont passionnés de tennis, qui veulent rester voir les matchs, je pense que ça va vraiment changer leur expérience de pouvoir regarder le menu, commander et ne pas attendre trop longtemps. Ah oui, non, c'est sûr. Alors, vous parliez de l'engouement populaire, parce que 143 000 personnes. Et pour vous donner une autre idée de chiffres, en termes d'audience, donc là, je pense télévision, streaming sur les réseaux sociaux, là aussi, on a un record, c'est pour ça que je voudrais le préciser, mais incroyable. 2023, on a dépassé les 205 millions. Ah oui. Or qu'avant, regardez, un exemple, 2022, mais c'est à peu près pareil les autres années, on était 2022 à plus de 76 millions. Alors, je crois que c'est remarquable, hein, et je crois que vous avez fait un vrai effort avec David, c'était sa volonté, sur les réseaux sociaux. Absolument, oui. On a beaucoup investi, on a vraiment, vraiment fait un effort, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un manque là-dessus. Ouais. Parce que ça a beaucoup développé la communauté des gens qui suivent et qui s'intéressent au tournoi autrement qu'en y venant, ça c'est sûr. Hein. Ça a beaucoup augmenté. Je croyais que vous avez aussi annoncé une nouvelle importante pour 24, c'est que France Télévisions va prendre le tournoi. C'est-à-dire que c'est le retour du tournoi sur alors on va dire une chaîne gratuite. Voilà. Non, mais nous étions quand même demi-finale et finale sur C8. Oui, c'est 8 aussi qui est gratuit. C'est une TNT gratuite, oui. Mais les deux, en tout cas, 2021, 2022, 2023, nous étions déjà les demi-finales et finales sur C8. Mais là, en effet, ça va être tous les jours, depuis le début du tournoi, un match par jour sur France Télévisions. Donc ça, nous en sommes vraiment, vraiment ravis. Je vous écoute parler et je me dis, mais la vie de Mélanie Antoinette, c'est... alors déjà, dans ce bureau, toute la journée, mais c'est le tennis occupe quelle part, quand même? Parce qu'on ne fait pas tout ça en faisant les choses du bout des doigts et en passant 3 coups de téléphone, j'imagine. Hein, peut-être un peu plus que 3, mais non, ça me prend, en tout cas, ne serait-ce que dans mon esprit, ça prend tout mon temps. Je dois vous avouer que ça m'arrive de rêver tennis dans le sens rêver travail. C'est-à-dire, je ne rêve pas d'un match de tennis, il m'arrive de me réveiller au milieu de la nuit en pleine... Finalement, dans un rêve, en pleine conversation avec parfois le directeur du club, ou ça peut être Eric Segle, ou ça peut être David, le directeur du tournoi, par exemple, mais vraiment, ou mon directeur, quelqu'un du service technique, mais vraiment, et je me réveille en pleine conversation. Ah, et dis non, il faut repeindre ce mur, ou il faut, vous voyez, c'est vraiment ça, même jusqu'à dans mes rêves, ça me poursuit. Bah oui, donc ça fait... Parce que la vie de Mélanie Antoinette, c'est pas que le tennis. On l'a dit en introduction, ce n'est pas que le tennis. Donc, comment on arrive à trouver la place pour autre chose ? Avant qu'on parle de ces autres choses, comment on fait déjà pour se dire à un moment donné, ok, je peux faire autre chose, je peux penser à autre chose ? Déjà, les choses que vous avez citées plus tôt, je sais que nous allons les aborder, sont pareilles, sont pour la plupart, du moins, pas pour tout, mais pour la plupart des choses qui me suivent aussi depuis mon enfance ou mon adolescence, donc qui ont quand même aussi fait partie de ma vie. J'essaye d'impliquer aussi certains de mes collaborateurs sur le club dans les autres choses. Par exemple, le responsable technique ici au Country Club et le directeur technique de la société canine aussi. Voilà, donc, c'est de la mutualisation. Exactement, qui est vraiment, je tiens d'ailleurs à le remercier, qui est vraiment dévoué. Et donc non, c'est vrai mais ils m'aident tous. Hein, là, j'ai pris lui comme exemple, mais aussi, par exemple, Thomas, qui est l'assistant de direction de la Fédération monégasque de tennis, qui m'aide aussi, moi, sur d'autres choses au quotidien. Et il dépasse aussi beaucoup ses fonctions. Il a beaucoup de missions sur le tournoi également. Il est coordinateur du tournoi, notamment. Et finalement,
les employés du club ont tellement l'habitude d'avoir plusieurs casquettes entre leur fonction au club et puis quand il y a des événements pour la Fédé, par exemple le Junior Masters ou la Coupe Davis, pendant le tournoi. Donc tout le monde finalement a plusieurs casquettes et on s'entraide. Moi, ils ont vu, surtout après le décès de ma mère, il y a aussi 1 mois et demi avant, il y a notre secrétaire général à la Société Canine qui est décédé. Donc j'ai eu en fait, puis notre directeur technique 1 an plus tard, Robert, 1 an après maman, qui était aussi directeur technique de la Canine, qui est décédé. Et donc je me suis retrouvée avec, côté Société Canine, tout le monde qui était décédé. donc finalement, et tout naturellement, ils ont... Quasiment toute l'équipe au club a dit mais de quoi avez-vous besoin? Nous on vient vous aider. S'il faut former quelqu'un, comment on peut faire pour aider? Et voilà, il y a une dynamique très 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 familiale de soutien. Et je sais que sur l'organisation de l'expo, j'ai 2 personnes Émilie et Lisa, qui travaillent dans les bureaux de la Société Canine, bien sûr, toute l'année. Mais il y a d'autres choses. Il n'y a pas que l'expo. Il y a le livre des origines monégasques aussi, par exemple. Et puis les diplômes après, etc. Mais je sais qu'il y a un soutien au club. Si elles ont des inquiétudes ou quelque chose, elles ont besoin d'une information ou d'une aide, elles savent qu'elles peuvent appeler. Elles connaissent tout le monde ici au club. Et donc il y a vraiment une grande entraide. Et ça, pour moi, c'est un énorme soutien. Et ça m'aide, ça me soulage et ça me rassure. Parce que vous vous êtes attaqué aussi à un projet important. Alors, on ne va pas encore sortir du tennis tout de suite, parce qu'on a la chance sur Monaco Info de le diffuser, c'est le Junior Masters. Qui est quand même une épreuve déterminante dans l'avenir du tennis, quoi. Absolument. Écoutez, déjà, j'aimerais profiter pour vous remercier personnellement d'avoir tout de suite, dès la première année, de m'avoir soutenu sur le Junior Masters et que ce soit retransmis, les finales soient retransmises sur Monaco Info. Ça, vraiment, j'en suis reconnaissante. Mais en effet, le Tennis Europe Junior Masters, c'est un événement qui me tient à cœur, vu que c'est vraiment moi qui ai négocié la licence en 2019 avec le CEO de Tennis Europe, avec l'autorisation de ma mère, bien sûr. Et même sur l'Assemblée Générale de l'ITF en 2019, on se mettait en aparté pour discuter, parce que c'était pas... Eux voulaient nous donner un autre tournoi du circuit junior, mais qui était... disons pas du même niveau, et ça a été quelques discussions et puis nous avons gagné, donc ça je suis vraiment contente. Parce que c'est important, pardon si je vous coupe, mais c'est important pour ceux qui nous écoutent de faire le distinguo. Là on n'est plus à l'ATP avec les joueurs de tennis professionnels, là on est avec la Fédération internationale. Vous dites l'ITF, c'est la Fédération internationale de tennis. Donc vraiment, ce sont les structures qui managent le tennis grand public tous les jours. C'est-à-dire que quand on arrive au niveau du Junior Masters, c'est vraiment des jeunes qui ont été détectés dans tous les clubs du monde. Oui, alors là, c'est l'Europe. ATP, c'est Association Tennis Player, donc qui a été créé en 1990. Dont les bureaux européens sont à Monaco, d'ailleurs en majeure partie grâce à ma mère, déjà à l'époque, que Monaco était un des founding members de l'ATP. Et l'ATP gère, si vous voulez, le circuit adulte vraiment professionnel. Pour les hommes. Il y a l'équivalent pour les femmes qui est la WTA. Ensuite, à part, mais tout le monde doit collaborer ensemble. À part, il y a l'ITF, donc International Tennis Federation, Fédération internationale de tennis, qui eux vont gérer tous des tournois juniors, des tournois adultes aussi pour des amateurs, j'ai envie de dire, pas vraiment des professionnels, et les vétérans aussi, et qui gèrent la Coupe Davis. Donc, les rencontres de Coupe Davis, ça c'est l'ITF. Ça aussi, c'est une grande aventure, parce que là, au mois de septembre, on va disputer Monaco va disputer une rencontre cruciale. Pourquoi ? Parce qu'on aura pour la première fois l'occasion d'accéder au groupe monde, en fait, si j'ai bien suivi. Non, groupe 1. Groupe 1, pardon. Non, alors l'occasion, on l'a eu, ne serait-ce que les 2 dernières années. Là, nous avons perdu contre l'Équateur, donc au même niveau, là, en septembre, chez nous. Mais on a battu le Paraguay chez eux. Donc, oui, voilà. Mais aux playoffs du groupe 2, mais nous étions vraiment... septembre 2022, septembre 2023 et septembre 2022, quand nous avons joué au Liban, nous étions finalement aux mêmes portes que du groupe 1. Du groupe 1, du playoffs du groupe 1, où nous allons être cette année en septembre. Ouais. Alors, contre le Maroc, c'est ça ? Voilà. Oui, ou là, écoutez, on ne sait jamais, mais nous les avons joués chez nous en hiver 2022, donc il y a exactement 2 ans. Et
Et on les avait battus 4-0 avec des matchs, disons, assez faciles. Je crois que notre double, on avait gagné en 51 ou 52 minutes, 6-1, 6-2. Et nos joueurs de double ont explosé. Romain et Hugo ont explosé depuis lors. Hugo a été 12e mondial l'année dernière. Il est maintenant dans disons, top 30. Romain est arrivé à la 50e place mondiale. Hein. Ouais. Et il est actuellement dans le top 60. Donc eux ont explosé. Donc, bon, il n'y a pas de raison hein, de... Il y a Valentin qui aussi a explosé depuis, parce que je crois qu'il est arrivé proche de la 150e place mondiale. Il est dans le top 150. Il est dans le top, oui. Ce qui est quand même remarquable. Alors qu'à l'époque, il était 400 et quelques. Et par exemple, son match contre Ben Chetrit, qui est donc un joueur marocain, enfin franco-marocain, qui représente le Maroc, Elliot Ben Chetrit, était aussi dans les 400 et quelques. Et Valentin avait gagné en 2-7, je crois que c'était 1h10 ou 1h20 de match. Et, donc assez, disons, je ne veux pas dire facilement, mais c'est pas un match très compliqué pour Valentin. Et là, Valentin a explosé, il est dans le top 150. Et Elliot, malheureusement, bon, il a eu un parcours un peu plus compliqué depuis 2 ans. Donc, écoutez, j'ai plutôt bon espoir. Voilà. On va croiser les doigts, quoi. C'est ça qu'on dit. Oui, mais voilà, si on regarde sur papier, on peut avoir plutôt bon espoir. Mais il faut nous encourager, il faut être présent. Monaco Info accompagne la Coupe Davis, on est toujours avec vous, donc ça c'est sûr. Depuis très très longtemps. Ouais. On y sera, ça c'est sûr. Mais pour le Junior Masters, donc pour en revenir, oui, ça c'est vraiment les juniors professionnels. Ouais. C'est pas juste des jeunes de 8, club, hein, c'est le top 8 de tout le circuit junior européen. Donc c'est des jeunes qui se consacrent, ils ont l'école à domicile, on va dire. C'est déjà des petits professionnels, absolument, on peut le dire, de jeunes professionnels en tout cas. C'est les juniors professionnels et les jeunes que nous verrons sur les meilleurs tournois du monde dans les quelques années à venir. Bah oui. Tous les grands actuellement sont passés par le Junior Masters. Oui. Avant qu'on termine sur le tennis, on va faire une petite parenthèse si vous voulez bien, c'est qu'il y a une chose que vous avez mise en place, c'est par le biais du tournoi, un soutien au Gemluc qui vous tient à cœur. Parce que vous avez voulu lui donner une signification. Voilà. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ça ? Oui, absolument. Alors, le GEMLUC, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer. Ouais. Et c'est ce que, quand j'ai dit auparavant que la plupart de mes activités me suivent depuis mon enfance, j'ai dit presque toutes, pas toutes. C'est vrai que le GEMLUC, voilà, la lutte contre le cancer, c'est quelque chose qui me préoccupait avant, comme ça peut préoccuper tout le monde. Mais voilà, suite à la maladie, au combat de la maladie de ma mère et le combat que nous avons mené ensemble, et suite à son décès, j'ai vraiment, pour moi, c'était une nécessité. J'ai vraiment voulu m'impliquer dans cette cause et voilà, m'impliquer dans le GEMLUC avait vraiment tout son sens. En plus, c'est ma marraine, la princesse Caroline, qui en est présidente d'honneur, donc pouvoir aussi m'impliquer dans une de ces associations, ça me fait plaisir également. Mais j'ai retrouvé dans le vice-président, c'est un des médecins, qui est le docteur Benoît Paulmier, qui est un des médecins qui a suivi ma mère. Et aussi dans leur comité scientifique, il y a le docteur Georges Garnier, par exemple, qui est chef de service de l'hôpital de jour, donc qui l'a aussi suivi. Et voilà, de pouvoir essayer de les aider dans cette lutte, ça m'a paru important. Aussi peut-être un témoignage de reconnaissance, comme j'ai pu l'avoir avec le CHPG, où en 2022, où nous avons levé des fonds pour le CHPG, qui a permis là récemment d'ailleurs d'investir dans un appareil pour la détection du ganglion sentinelle, qui est aussi lié au cancer. Et ça me tenait à cœur. Je pense que c'est aussi une façon, voilà, de montrer une reconnaissance avec, même si on a perdu la guerre, pour tous les soins et tout ce que les médecins, les infirmières, tout le corps médical ont pu nous apporter. C'est ça, on s'est reconnaissant. Malheureusement, bon, voilà, on peut pas toujours gagner. Et si, voilà, mais si le décès de ma mère a pu peut-être permettre aussi que moi je m'implique plus et que on lève des fonds pendant le tournoi et qu'on arrive peut-être aussi à gagner, que le GEMLUC ait plus de visibilité, si ça peut mettre une pierre à l'édifice dans cette lutte et peut-être permettre moins dans le long terme de sauver plus de personnes, finalement ça sera quelque sorte une victoire. Oui, ça sera une, ça c'est certain. C'est certain, mais... Parce que bon, il faut pas oublier, enfin c'est des chiffres, je veux pas plomber le podcast, mais
On parle de 10 millions de morts par an dans le monde, du cancer, je parle tous les cancers confondus. 157 000 morts par an en France, avec plus de 438 000 nouveaux cas par an en France. C'est colossal. C'est la plus grande cause de mortalité en France. Mais on a tous, vous savez, on a tous, je pense, je peux parler au nom de tous ceux qui nous écoutent, on a tous une histoire avec le cancer. Moi, ma maman a perdu la guerre aussi. On a tous dans toutes nos familles, je crois, c'est les chiffres que vous donnez là le prouvent, on a tous une histoire avec le cancer, plus ou moins heureuse d'ailleurs, enfin heureuse, plus ou moins positive à la fin. Et c'est pour ça que ce que vous faites pendant le tournoi, c'est lever des fonds, en fait. Oui. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était avec BNP Paribas qui nous soutient sur cette action. Je les en remercie d'ailleurs. C'était tous les ACEs, ACEs pendant le tournoi. On mettait une certaine somme d'argent, le tournoi et BNP. Et là, cette année, ça va être sur tous les points gagnants. Tous les points gagnants, oui. Et donc, il y a ça. Et puis, l'animation, sans l'animation, l'animation radar où les gens, n'importe qui peut s'essayer au service pour mesurer leur vitesse de service. Et là, l'argent récolté pour participer à ce stand aussi revient au Jamluc. On essaie de leur donner aussi de la visibilité. Pour moi, ça, c'est important. Et là, je sais qu'eux font un grand effort aussi sur leurs réseaux sociaux et le site internet. Peut-être plus d'efforts qu'ils le faisaient avant. C'est pas une association, en fait, c'est aussi une association qui, jusqu'à présent, ils faisaient pas énormément en termes de marketing, j'ai envie de dire, ils étaient très discrets. Mais ils font énormément derrière. Ils soutiennent beaucoup le centre scientifique de Monaco sur des choses vraiment de nouveau, toujours liées au cancer. Ils investissent dans des appareils au CHPG pour le bien-être des patients. Là récemment, par exemple, je sais plus, en octobre ou novembre, je crois, on a inauguré un appareil en hôpital de jour qui permet d'administrer la chimiothérapie avec un contrôle, avec plus un contrôle informatique, en fait, qui permet de sécuriser, d'avoir plus de sécurité dans l'administration de la chimio. Et un débit plus contrôlé aussi, donc c'est beaucoup mieux pour le patient. Donc ça, c'est un exemple. Là, actuellement, une des actions majeures du Jamluc, et d'ailleurs tous les fonds récoltés sur le tournoi en 2023, et ce qui sera le cas aussi cette année, va dans le séquençage génétique. Qui est, ça aussi, c'est vraiment une avancée médicale qui a depuis plusieurs années, mais qu'on fait plus récemment en France, à Monaco, qui est d'ailleurs pas encore, justement, c'est assez nouveau, pas encore remboursé par la sécurité sociale, mais qui a une avancée fantastique. Ce sont vraiment des tests sur la tumeur, des tests génétiques sur la tumeur, et qui permettent de sélectionner le meilleur traitement, le meilleur type de chimio. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cancers différents, mais aussi beaucoup de types de chimiothérapie différents. Des protocoles innombrables. Oui, c'est incroyable. Et donc ça, ces tests-là permettent de vraiment trouver le traitement le plus approprié, le plus ciblé pour essayer pour plus d'efficacité, alors. Pour plus d'efficacité sur la tumeur. Et donc, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais maintenant, les patients du CHPG, quand c'est approprié, et ça, c'est le médecin à savoir si par rapport à la pathologie, si c'est approprié, peuvent proposer ces examens-là qui sont en réalité pris en charge par le Jamluc. Ah oui, c'est vraiment très actif quand même. Oui, c'est très actif. Et complètement, c'est tous des bénévoles. Il n'y a aucun frais de fonctionnement dans l'association, c'est aussi ça qui me plaît. C'est important, c'est que des bénévoles, aucun frais de fonctionnement. Donc toutes les donations, tous les legs, tous les fonds récoltés vont soit pour la recherche ou pour les équipements. Pour les équipements. Et c'est quand même, c'est remarquable, ça c'est sûr. Mais quand on vous écoute, on se rend compte que vous êtes assez précise. Alors vous allez me dire, c'est normal, mais vous êtes assez précise dans les critères que vous relevez pour motiver vos engagements, en tout cas ce qui fait que vous choisissez ça ou ça. Et c'est pour ça que je me dis, on parlait de la Société Canine tout à l'heure et de l'Expo Canine, et des diplômes, etc. Pourtant, c'est quelque chose qui vous vient de votre enfance, mais vous y avez mis aussi beaucoup de précision, de sélection pour donner un avenir à l'événement, pour donner une continuité à la Société Canine, parce que c'était pas gagné non plus, ça. Comme vous le dites, vous récupérez la Société Canine dans un état un peu difficile. Il a fallu se remonter les manches, là.
Oui, se remonter les manches, c'est surtout, voilà, suite à malheureusement des décès. Donc, le secrétaire général qui est décédé à Lucie, c'était un cancer du poumon à l'origine, qui malheureusement après s'est développé en métastase cérébrale, et qui est décédé un mois et demi avant ma mère. Et puis Robert, le directeur technique, alors lui, c'était une septicémie, un an après. Et donc, c'est vrai que je me suis retrouvée un petit peu seule au moment. Un petit peu seule quand même. Hein. Voilà, c'est vrai que sur les dernières 4 années, donc depuis 2020, il y a eu peut-être des grands moments de solitude sur certaines choses. Mais maintenant, j'en rigole comme ça. Mais non, c'était surtout Robert, j'étais avec lui à l'hôpital à Nice quand il est décédé. Il était là depuis plus de 40 ans, hein, donc avant ma naissance. Et donc, on est quand même comme une petite famille ici au club. Hein, donc, ça a été assez compliqué. Et... non, mais il fallait le faire. Je suis la 4e génération de mère en fille à m'occuper de la société canine et de l'expo canine. Ça, c'est important. Qui a été créée par la princesse Charlotte et puis reprise par ma grand-mère, donc la princesse Antoinette, et avec ma mère vice-présidente, et puis donc tout naturellement, après ma mère présidente, moi vice-présidente. Et voilà, donc ça a été pour moi tout à fait normal de retrousser mes manches, comme vous dites, et partir au front, j'ai envie de dire. Partir au front. Bon, il me semble qu'il y a quelqu'un qui est très important dans votre vie, qui est un petit héros à 4 pattes aussi, qui vous accompagne partout. Stanislas, oui, en effet. Là, vous pouvez voir, il est avec le service technique, là, je pense, en train de faire un petit tour pour nous laisser tranquilles, mais il y a son lit, son coussin, des jouets, il y a pas mal de choses à lui dans le bureau. Non, il vient oui, quasiment partout avec moi, vraiment, dès que je peux. Évidemment, il y a des événements auxquels je ne peux pas l'amener, mais sinon, il est vraiment tout le temps partout avec moi. En fait, il est arrivé dans nos vies en janvier 2020. Ouais. Donc, il a vécu les derniers mois de la vie de ma mère, et il lui a apporté, en fait, il nous a été offert par quelqu'un qui m'est très cher, qui aussi fait partie du bureau de la société canine. Et déjà, avant, hein, c'est un ami à ma mère et quelqu'un que ma grand-mère apprécie beaucoup aussi. Et il est commissaire général de l'expo, M. Kondo, et son épouse Marina. En fait, on nous a offert Stanislas en disant à ma mère que ça allait être le meilleur des traitements. Et donc, bon, il n'a pas réussi à la sauver, le pauvre chou, mais il lui a apporté tellement d'amour, tellement de réconfort. Ça faisait plaisir à voir. Ça lui a donné presque à ma mère un nouveau souffle à ce moment-là. Hein. Je veux dire, le cancer était déjà un point, il y avait déjà des métastases, et on partait là sur vraiment les derniers mois vraiment difficiles, et ce petit bout, c'est un petit teckel miniature à peau dure, pour moi aussi ça a été un grand réconfort. Ouais, un grand réconfort, du travail en plus, parce que bon, je m'occupais de ma mère, on a vraiment je veux dire, j'ai donné le maximum de mes capacités. Évidemment, je suis ni médecin ni infirmière, mais j'ai donné le maximum de mes capacités sur tout le long de la maladie. Je me suis vraiment occupée d'elle au maximum. Après, on peut toujours, je suppose qu'il y a toujours des moments de doute où on peut se dire est-ce que j'aurais pu faire plus, mais là, sincèrement, en 4 ans, je n'ai pas trouvé comment, avec mes capacités, j'aurais pu faire plus que ce que j'ai fait. Et donc, c'est vrai que tout d'un coup, d'avoir un chiot à ce moment-là, c'était ma première réaction, ça a été oh non, mon Dieu, comment est-ce que je vais gérer tout ça? Mais bah oui. Ça en plus du tennis, de l'expo, maman, la maladie, l'hôpital, les traitements, etc. Plus le chiot, c'était pas gagné, mais après, franchement, je regrette pas une seconde, et aussi la transition, disons après le décès de ma mère, de la voir et de devoir continuer finalement à m'occuper de lui, et c'est mon petit rayon de soleil, ouais. Alors, parlant de l'expo, justement, et de l'événement en soi, là, vous me dites qu'en 2021, si je suis bien, vous avez fait une édition déplacée, mais vous l'avez faite quand même, donc vous l'avez tenue. En septembre au lieu de mai. En septembre au lieu de mai. Et là, chaque année, on a repris le rendez-vous de mai. Hein. Oui, premier week-end de mai, absolument. Voilà. L'idée, c'est d'avoir, c'est au chapiteau de Fontvieille, voilà, c'est de rassembler tous ceux qui veulent montrer le meilleur de ce qu'ils font avec les chiens, en fait. Voilà, alors là aussi, c'est un circuit international. Ben oui. Ça peut peut-être parfois faire sourire, mais dans le monde canin, si vous avez Crafts, qui est l'équivalent de Wimbledon pour le tennis, c'est vraiment tout le monde veut participer et gagner à Crafts. Et donc, pareil, si je garde la comparaison avec le tennis, notre Expo Canine serait l'équivalent de notre Masters 1000, de notre tournoi de Monte Carlo. Ouais. C'est un des diplômes les plus recherchés, c'est une des expos les plus anciennes du circuit
également. Oui. Et nous avons fait toujours attention de ne pas répéter les mêmes juges d'une année à l'autre. Évidemment, au bout d'un moment, ils reviennent au bout de 5, 6, 7 ans, mais ça c'est important pour pour les éleveurs, les gens qui présentent leurs chiens, c'est d'essayer d'avoir d'autres opportunités, d'autres juges, et c'est toujours des juges, ce qu'on appelle all-rounders, ce qui veut dire qu'ils peuvent juger absolument toutes les races. D'accord. Ça on est obligé. Ah oui, parce que alors moi j'étais partie dans l'idée que quand on était juge, on avait une race en particulier. C'est-à-dire qu'on était spécialisé en fait. Non, alors au début, oui, c'est-à-dire que quand vous commencez les études, parce que ça, il faut 10 ou 15 ans d'études pour être all-rounder. Non, à peu près, hein. Mais vous commencez évidemment par une race. Puis après, généralement, vous continuez par les races du même groupe. Donc, au bout de plusieurs années d'études, vous allez être expert dans toutes les races d'un groupe. Il y a 10 groupes dans le monde canin. Donc, chaque race fait partie d'un groupe et il y a 10 groupes. Mais dans les expos canines, vous avez, donc chez nous, par exemple, le matin, vous avez les jugements de race. D'accord. Puis l'après-midi, vous avez tous les meilleurs de race qui sont jugés par groupe. Donc déjà, là, il faut être expert du groupe pour pouvoir désigner quel est le meilleur chien par rapport aux critères de sa race dans ce groupe-là. Et puis la grande finale de Best in Show, qui est donc chez nous le dimanche en fin d'après-midi, c'est les 10 meilleurs chiens, mais ça veut dire ceux qui ont fait d'abord meilleur de race, puis meilleur de leur groupe, pour arriver au Best in Show. Donc c'est là, un vrai tournoi, hein. Ah, complètement. Et donc là, vous allez avoir un chien, par exemple, du groupe 9, qui est le chien de compagnie. Donc ça peut être un caniche, comme un cavalier King Charles, comme un chihuahua, par exemple. Bon, il y en a beaucoup dans le groupe 9. Vous pouvez avoir un chien du groupe 10. Stanislas, il serait dans le 9 ? Non, Tekel, il y en a tellement que c'est un groupe à part, c'est un groupe 4. Voilà. D'accord. Et puis vous l'avez voyez, j'ai bien fait de poser la question. Ouais. Voilà, absolument. Moi, je ne suis pas une spécialiste. Non, et les teckels, c'est pas vraiment chez des chiens de compagnie, mais ça pourrait pas être dans le groupe, je pense, des chiens de compagnie, parce qu'à l'origine, c'est vraiment des chiens de chasse par excellence. Ce sont des chiens de chasse. Oui, absolument. Ils ont un odorat incroyable, et puis ils sont rapides. C'est pour ça aussi qu'ils sont très allongés. Bon, j'appelle chien saucisse d'ailleurs, mais très, très allongés. Et si vous regardez leurs pattes, je ne veux pas dire disproportionnées, mais leurs pattes sont très larges par rapport à leurs toutes petites jambes. Ouais. Et ça, c'est parce qu'ils courent, ils partent, et surtout pour chasser le lièvre ou le lapin, ils partent derrière à une vitesse, ils courent à une vitesse incroyable, et ils partent dans les terriers pour... Ah oui, parce qu'ils sont petits, ils peuvent rentrer dans les terriers. Et c'est ça ? Ils sont petits, ils courent sur pattes, très fins, ils se faufilent dans les terriers, et c'est pour ça qu'ils ont ces pattes un peu plus larges pour creuser... derrière le lapin. Ah oui, voilà. Chien de chasse allemand à l'origine. Voilà. Vous voyez, on pourrait faire un cours, on pourrait commencer une formation là, hein, parce que c'est quand même... Ça aussi, j'imagine que ça prend beaucoup de temps pour vous, tout le temps de penser à l'organisation d'un tel événement. Est-ce que vous diriez que par rapport au tennis... on est à quoi ? À 40%, à 40-60 ? C'est surtout le timing qui est particulier, parce que bon, traditionnellement, c'est juste le premier week-end de mai. Voilà, des gens que normalement, c'est douzaine de jours après le tournoi, donc l'organisation est en parallèle. Pour vous donner un exemple, le lendemain, enfin même le soir même du tournoi, on commence à démonter, on commence à démonter le soir même, mais le lendemain du tournoi, on est déjà en démontage du tournoi, ça on est obligé par rapport à nos membres, bien sûr. Membres du club. Et on commence le montage à la canine. Donc justement, pour le pauvre Gilles, par exemple, le directeur technique, je vous dis pas. Et moi, à ce moment-là, je veux dire, là, pour nous, on commence le montage du tournoi au club à peu près mi-janvier. On sent que ça commence à être, disons, la dernière ligne droite. Mais à partir de février, arriver à jongler entre... les choses du club à l'année, parce qu'on a... Oui, on a parlé du tournoi, mais il n'y a pas que le tournoi. Hein. Le club, le Monte Carlo Country Club, d'abord, je crois que c'est plus de 2000 membres. Écoutez, comptez du 30 septembre, parce que nous, notre exercice va du 1er octobre au 30 septembre au club. Donc, au 30 septembre, on avait 2282 membres. Ah oui, c'est beaucoup. Hein. Et 2508 licenciés. Parce que licenciés, c'est comme si tout ce qui est au tennis, donc les enfants de l'école de tennis, par exemple, d'une multi-activité. Donc il y a toute une vie au club, il faut qu'on pense toujours aux membres et essayer de démonter le plus rapidement possible. Pareil pour le montage, essayer de préserver leur quotidien aussi au club au maximum. Donc le lendemain du tournoi, on est en plein démontage tournoi et on commence le montage de l'Expo Canine à Fontvieille. Donc je vous dis pas. L'organisation parallèle des deux est assez lourde, mais d'un côté, je pense que c'est bien. J'ai vu par rapport à 2021, lorsqu'on avait fait en septembre, c'est que finalement, on est tellement dans l'intensité de l'organisation du tournoi et de tout ce qu'on a à faire,
qu'on reste dans cette intensité. Et entre le tournoi et l'expo, finalement, on redescend pas vraiment. Enfin, pour ceux qui vraiment mettent, je veux dire, à fond sur l'expo. On est toujours dans le focus, en fait. Voilà. Et après, on relâche et on s'effondre après l'expo. Non, c'est pas genre, on s'effondre pas, mais un relâchement plutôt après l'expo. Ouais. On s'effondre pas parce que, alors, là maintenant plus, mais parce qu'on n'a pas encore parlé de la carabine. Non. Et parce que vous êtes une passionnée de tir, on l'a dit. Et donc, depuis que je suis petite, ouais, depuis que vous êtes petite, et donc il y avait aussi les challenges de tir que vous organisiez à peu près à cette période, il me semble. Le souvenir que j'avais, c'était en juin, ouais, fin en juin. C'était fin juin, ouais. Oui, ça c'était vraiment super. On sent de 2012, 2013, 2014, ces années-là. C'est ça, les carabiniers. En fait, c'est la cellule AIT, la cellule armement instruction tir de la compagnie des carabiniers du Prince. Ouais. À l'époque, bon, je connaissais par rapport à la carabine de Monaco, au stand de tir dont je suis marraine, et j'avais fait pas mal déjà d'entraînement de tir avec eux. Vous tirez vous-même Oui, absolument, oui. Je tire depuis c'est 12 important. ans. C'est important. Voilà. Vous tirez à la carabine? Je tire à la carabine, je tire aux armes de poing aussi. J'ai eu première arme à feu pour l'anniversaire de mes 15 ans. Voilà. D'accord. Ça, c'était un Glock, et donc à 9 mm. Et c'est avec ça que je m'entraîne avec les carabiniers. On dit que le Glock, c'est l'arme de la police. Absolument, oui. Enfin, à l'époque, d'ailleurs... la police de Monaco, je ne sais pas, mais... Si. Bah, quand j'ai eu mon Glock, ils étaient au Beretta, qui est aussi pareil. C'est aussi une arme de police, ouais. Oui, et c'était le même... Beretta fait aussi des carabines, fait des armes de chasse, et ils ont... je crois, la plus ancienne société de fabricants d'armes. Oui. Et nous étions allés, j'avais invité d'ailleurs les carabiniers de la cellule AIT visiter leur maison mère, leur industrie vers Brescia. Et, mais la police et carabiniers avaient encore les Beretta, il me semble, à l'époque. Et je crois un an après, ils sont passés au Glock. Mais donc c'est ça pour les entraînements. Mais donc à l'époque, ils m'avaient approché parce qu'ils voulaient organiser un challenge de tir international des forces de l'ordre. Et j'ai tout de suite trouvé l'idée super. Et puis, bon, c'est vrai que moi j'ai tendance, quand je viens me demander de l'aide sur l'organisation, sur un projet, j'essaie d'être à l'écoute et j'essaie au maximum si je peux, sauf si vraiment j'ai pas le temps ou c'est hors de mes capacités, mais sinon j'essaie toujours d'aider. Et là, j'ai trouvé l'idée fantastique. Et nous l'avons fait 3 ans d'affilée, notamment malheureusement avec Johan Gastaldi qui est aussi décédé d'un cancer, un cancer également. Et puis bon, pour plusieurs raisons, nous avons arrêté de l'organiser. Puis Johan a été donc gravement malade et décédé d'un cancer. Et la cellule AIT m'a recontacté de nouveau donc en 2022 parce qu'il souhaitait recommencer le challenge, mais local. C'est vraiment les forces armées monégasques. La force publique, en fait. Ouais. Oui, enfin aussi, pas que. La force publique, c'est les carabiniers et les pompiers, mais là, il y a aussi la police. Ouais. Il y a la maison d'arrêt. Ouais. Cette année, il y avait l'équipe commandement aussi. Et puis, il y a certains de mes cousins et moi. Donc, parce Andrea, que vous n'êtes pas la seule à être passionnée de tir dans la famille, alors? Non, pas du tout, non. Enfin, pas tout le monde. Mais vous êtes la seule fille, en tout cas? Oui, enfin, la princesse Caroline chasse aussi, ouais. Ah oui. Voilà, vous voyez, on découvre des choses. Mais ma grand-mère, la princesse Antoinette, chassait à l'époque dans les chasses du prince Louis II, et elle était marraine de la carabine de Monaco avant moi. Ah, c'est un héritage encore, la carabine. Je suppose. Après ça a vraiment été une passion. Personne m'a formée pour ça ou quoi que ce soit. Hein. C'est votre choix, ça. Ça, c'était instinctif, ouais. Tout de suite, même petite, à la foire, je voulais toujours toute petite. C'est vrai? Oui, c'est la carabine tirée sur le ballon, et puis le stand avec le paintball. Donc vraiment toute petite, ça a été, j'ai envie de dire, instinctif. Et donc là, depuis 2022, la cellule AIT organise le challenge de tir Johan Gastaldi, donc en mémoire de Johan. Et c'est d'ailleurs mon équipe mixte qui a gagné en 2023. C'est sûr. Non, mais j'essaye, je dois dire, Franck Rizzo qui vraiment organise ça, et il essaye de toujours faire des équipes assez homogènes par rapport je sais pas, il n'y a pas de classement, mais il connaît plus ou moins le niveau de tir de chacun, de tous les participants, donc il essaye toujours d'avoir des équipes. Qu'est-ce qui fait un bon tireur? Je pense déjà il faut être calme.
C'est sûr que si vous êtes très excité, vous tremblez, c'est peut-être pas terrible. Oui, je dirais être calme. Comme dans tout, je pense de l'entraînement aussi. Hein. La concentration, oui, aussi, certainement. Oui, concentration. De l'entraînement. Oui. C'est beaucoup de tirs répétés pour Parce ça. qu'après, il y a un stand, par exemple, c'est l'IPSC qui s'en occupe. Alors, l'IPSC, c'est en fait de tir de vitesse. Ah oui. Et donc là, c'est pas rester devant la cible concentré très longtemps. C'est aller le plus rapidement possible et c'est un tir en déplacement. Ah oui. Donc là, vous n'avez pas trop le temps. Enfin, vous concentrez, mais faut juste essayer d'aller oui, le plus là, c'est rapidement pas. possible. Ouais. C'est vraiment un réflexe presque. Hein. C'est un entraînement. C'est très différent le tir de précision. Chaque stand est vraiment très différent. Est-ce que vous trouvez le temps de vous entraîner quand même un peu ou pas? Alors, certains vous diront pas assez. Moi, d'ailleurs, je serais peut-être la première à dire pas assez. Non, avant, il y a longtemps, j'y allais très régulièrement. Maintenant... J'imagine que c'est plus difficile, là. Hein, oui, alors pendant la maladie de maman, mais ça, bon, j'avais prévenu, de toute façon, ils savaient, évidemment, ça, j'avais pas le temps. C'est juste impossible. Maintenant, j'essaye vraiment... Là, surtout depuis 2023, je me suis mis dans la tête d'essayer de quand même réserver de temps en temps des créneaux pour y aller, parce que je me rends compte qu'en fait, quand j'y vais pas pendant longtemps, ça me manque. Ah. Et quand je sors du stand, je suis, je sais pas, épanouie, bien, je me sens bien, voilà. Oui, ça se comprend, hein, quand même, quand on fait quelque chose qu'on aime. On est toujours, c'est toujours plus... Enfin, j'allais vous dire, c'est plus facile, parce que là, depuis que nous parlons ensemble, nous ne parlons que de choses que vous aimez. Oui, mais c'est mieux, non, de parler de choses qu'on aime plutôt que de choses tristes. Non, bien sûr, mais on sait tous que y a des choses dans la journée qui sont plus agréables que d'autres dans l'ensemble des choses qu'on a à faire. Et pourtant, on a l'impression que vous, c'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme que vous relevez tous les défis de la journée. Bah, écoutez, après, il y a des fois où je suis peut-être moins enthousiaste, mais il y a des fois où il y a des dossiers que j'ai vraiment pas envie de traiter ou des réunions que j'ai vraiment pas envie de faire. Parfois, j'y vais à reculons. Ah ouais. Voilà. Oui, parfois, il y a des arrive réunions. Oui, ça arrive où il y a des réunions où j'ai vraiment... où je sais que ça va être long, où je sais que ça va être pas très excitant. Vous êtes impatiente ? Ça dépend sur quoi. Parfois, je suis assez impatiente de voir le résultat de quelque chose. Par exemple, pour le tournoi 2023, je mourais d'impatience de voir le village terminé, par exemple. Oui. Hein. Après, je n'étais pas là à dire allez-y, faites plus vite. Non, parce qu'il faut faire les choses en son temps. Mais c'est vrai que j'avais vraiment hâte de... Voilà, plus que l'impatience, je veux dire, j'ai hâte de voir les choses, comme quand tous les chantiers que nous avons au club, depuis que j'ai repris la présidence, j'ai vraiment souhaité, surtout, disons, avant les 100 ans du club qui a été inauguré en 1928, rénover tous les espaces vétustes du club. Ouais. Et, je veux tout de suite le voir terminé, surtout par exemple le salon Butler où les murs, enfin, le papier a été vraiment peint pour nous, c'est une création hein, d'un artiste qui a vraiment réussi à sortir ce que j'avais dans la tête. Et ça, mais tous les jours, parce que c'est à côté de mon bureau en plus, donc tous les jours j'allais voir, je voulais tellement le voir terminé. Donc dans ce sens-là, oui, peut-être parfois un peu impatiente. Je disais impatiente parce que vous semblez toujours tellement déterminée. Quand on est très déterminé et qu'on a vraiment des visions, qu'on a vraiment une stratégie en tête, et notamment pour le développement du club, comme vous le dites, la rénovation des espaces, etc. Quand on a cette détermination, on a parfois une certaine impatience du résultat, mais aussi certainement une volonté de vitesse. C'est-à-dire que quand vous vous dites « je dois rénover tout ça », vous vous donnez un plan, vous vous dites c'est en 2 ans, c'est en 3 ans, c'est en 4 ans. Est-ce que vous avez cette time frame devant vous, enfin cet espace-temps ou pas ? Oui, quand même, oui, parce que bon, je suis consciente qu'il faut le temps aux choses. Hein. Alors évidemment, j'ai toujours envie que ça aille plus vite. Aussi, je sais qu'on ne peut pas faire... pour plusieurs facteurs, plusieurs raisons assez évidentes, je ne peux pas faire tous les travaux en même temps. Enfin, sinon, on ferme le club. Mais, alors là, les membres ne vont pas être contents. Non, exactement. Donc c'est vraiment petit à petit et... Parfois, il y a des choses en 2021 où je m'étais dit, bon, ça va être un travail en priorité. Et puis, les choses ont fait que finalement, nous avons passé peut-être un autre projet en priorité. Bien sûr. Parce que, bon, voilà, les choses aussi évoluent. Mais certains projets, voilà, où peut-être certaines rénovations qui sont passées avant d'autres, les autres vont être faites de toute façon, ça c'est sûr. Ah bah oui, on va pas lâcher. Hein. Et en ce qui concerne la détermination, je pense que quand on sait pourquoi on fait quelque chose, je pense que c'est là où on est vraiment déterminé. Moi aussi, pour moi, c'est aussi un très particulier et j'ai envie de dire un honneur d'avoir pu continuer à perdurer l'œuvre de ma mère.
Oui, de faire, de continuer tout ce qu'elle faisait, vraiment dans sa vision, etc. Donc pour moi, ça c'est vraiment important. On revient toujours finalement un peu au club. Ouais. Ici, c'est ma deuxième maison et j'aime ce club. Je veux dire, quand je m'occupe du club, on parlait de travaux, de rénovation, j'y mets mais vraiment autant de cœur que si c'était ma propre maison. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire pour moi, l'autre jour, je choisis de trouver une console, ça peut être idiot, mais une console pour une des entrées du club. Dans une brocante, je l'ai vue, j'ai mesuré, etc. J'étais vraiment excitée comme une puce, il fallait qu'elle arrive. Et j'étais impatiente pour le coup. Tous les jours, je me demandais quand est-ce qu'elle arrive, est-ce qu'elle est arrivée. Parce que j'étais tellement heureuse et quand on l'a placée, et pour moi, c'était aussi heureuse que si j'avais acheté, je sais pas, une table, une console pour chez moi, par exemple. Et ça, c'est intéressant quand même. Hein. Et quand on prend la suite de sa maman, qu'on a accompagnée pendant autant d'années, quand on prend la suite, qu'est-ce qui prédomine comme sentiment? Est-ce que vous dites c'est un grand honneur? Est-ce que c'est un grand honneur? Est-ce que c'est sentimental aussi? Oui, oui, bien sûr, oui. Sentimentale, quelque part une fierté pour elle aussi. Et ça permet aussi peut-être de la garder avec moi, hein, de continuer à travailler sur des dossiers, et faire des choses qui je savais me tenaient à cœur aussi, et me battre pour les mêmes choses. En fait, finalement, voilà, c'est de me battre pour les mêmes choses dont elle s'est battue pendant 50 ans. Enfin, les mêmes choses dans le sens, voilà, pour garder le tournoi à son niveau, pour toujours faire avancer, évoluer le club. Voilà, c'est des choses qui lui tenaient à cœur et qui me tiennent à cœur. Et donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment important. Et donc oui, je suis très déterminée pour le club et le tournoi, ça c'est sûr. Je pense que même mes collaborateurs pourront vous le dire. Mais ils le voient aussi, c'est que voilà, je vais me battre corps et âme, mais c'est pas du tout... comment dire, c'est pas du tout pour moi finalement. Je le fais pour le souvenir de ma mère, je le fais pour le club, je le fais parce que aussi je pense que le club et le tournoi, l'expo aussi, hein, et la Fédé participent au rayonnement de la principauté. Donc ça pour moi c'est aussi une priorité. Il faut gagner, il faut que ce soit bien, il faut qu'on soit les meilleurs parce que ça participe à l'image et au rayonnement de la principauté. Et ça c'est toujours vraiment une priorité, hein, dans tout ce qu'on fait. La fierté, même en Coupe Davis, quand on entend l'hymne, ou là, quand Valentin, par exemple, quand il a gagné les Challengers, d'entendre l'hymne monégasque en Thaïlande, puis en Inde, puis là, quand on était au Paraguay, d'entendre au Paraguay, enfin, je veux dire, c'est quand même une fierté, hein, c'est une grosse fierté. Alors, la fierté, on a parlé de la détermination, de la passion. Quel est le qualificatif qui manquerait à ce groupe-là pour qu'on connaisse un peu mieux Mélanie Antoinette? Moi, j'ai retenu sentimentale, passionnée, déterminée, volontaire, dynamique. Et puis quoi? Ben, je sais pas, c'est peut-être pas à moi qui vais poser la question. On peut ouvrir la porte. Vous êtes fidèle en collaboration, vous êtes fidèle en amitié, vous êtes fidèle. Est-ce que parce que là vous parliez des gens qui sont avec vous depuis si longtemps, est-ce que c'est un trait de caractère aussi, un attachement? Oui, après je vis très mal la trahison. C'est-à-dire que moi je vais vraiment être fidèle et loyale, je vais me plier en quatre pour mes amis, pour mes collaborateurs, ça ils le savent. Je pense que vous avez pu constater que le seul bureau qui a une porte vitrée, une porte transparente, c'est le mien. Ils savent qu'ils peuvent rentrer, enfin venir quand ils veulent. Enfin, parfois, j'aimerais bien qu'ils tapent avant de rentrer parce que je peux être en plein milieu d'une visio ou d'une réunion, par exemple. Mais non, je plaisante. Mais non, ils savent que je vais toujours être à l'écoute et essayer de les aider, et même s'ils ont des problèmes personnels, hein, d'essayer de les soutenir et les aider. Mais faut pas trahir ma confiance. Vous voyez, quand je prends peut-être du temps à accorder ma confiance, mais après je m'attache énormément aux gens. Vraiment, je m'attache personnellement, profondément aux gens de mon entourage, aux gens en qui j'ai confiance. Et donc je vis très mal des trahisons. Bon, vous êtes un peu rancunière alors. Bah, c'est vraiment rancunier. C'est pas un très joli mot, rancunier. Mais c'est quand on dit ça, ce que je veux savoir, ce que je me demande, c'est si vous arrivez à oublier, pardonner.
Pardonner, j'essaye. Oublier, normalement, non. Enfin, je pense que j'ai une assez bonne mémoire. Donc oublier, je sais pas. Mais non, oublier certainement pas. Après, peut-être essayer de pardonner. Mais je pense qu'une fois que la confiance a été trahie, une fois qu'il n'y a plus de confiance, même si on l'a pardonné, on ne peut plus faire confiance. Je veux dire, si quelqu'un vous a vraiment trahi, même si vous pardonnez, est-ce que vous allez vraiment refaire confiance à cette personne ? Pour moi, c'est délicat, c'est difficile. Je suis pas sûre non plus, ouais. Surtout si c'est volontaire, je veux dire, parce qu'il y a quelque chose, on peut penser que c'est une trahison, mais en fait c'est une bêtise, c'est une erreur. Mais là, généralement, la personne vient s'excuser aussi. Ouais. Donc, je pense qu'il y a ça à prendre en considération. Quelqu'un qui fait une erreur et puis qui vient s'excuser, c'est une chose. Après, il y a aussi vraiment la volonté de nuire à voilà, la personne où c'est volontaire, ou là, de nouveau, pardonner, il faut toujours pardonner, mais oublier et refaire confiance, ça, non. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant ? Parce qu'on a parlé de tellement de choses, de tellement de projets que vous soutenez tous à bout de bras en même temps, pratiquement. Hein, parce que là, on a fait le cours de l'année, on s'est rendu compte qu'on est toujours dans... C'est un projet chasse l'autre, hein, ou un dossier chasse l'autre dans votre emploi du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Quasiment. Puis bon, il y a d'autres choses aussi. J'essaie depuis de nombreuses années de soutenir les invalides de la Légion étrangère aussi. Je suis assez proche de la Légion. Je suis marraine d'une amicale qui s'appelle Légiopreneurs, et donc qui aide en fait les anciens légionnaires, ceux qui sont encore disons, les capacités ou l'âge de rentrer dans la vie civile, j'ai envie de dire. Donc, qui cherchent du travail, par exemple, pour essayer de les aider. Mais aussi le domaine du capitaine d'Anjou, puis Loubier, où là, c'est vraiment les invalides ou la maison de retraite. Ouais. Donc ça, j'essaie de leur donner un peu de temps aussi et de les soutenir. Ouais. Absolument. Bah, d'ailleurs, il y a une cérémonie qui va avoir lieu au début du mois d'avril, enfin dans quelques jours, hein, de la Légion étrangère à Monaco. Oui, absolument. Ça, c'est vraiment, je pris ça comme une très bonne nouvelle. Il y a toujours eu des liens très forts, enfin disons toujours depuis le prince Louis II, il y a eu des liens très forts entre Monaco et la Légion étrangère. Il faut savoir que Monaco a été nommé légionnaire de première classe d'honneur. Ah ouais. Voilà, il me semble que c'était pour les 25 ans du règne du prince Louis II, si ma mémoire est correcte. Et et le prince Louis II avait vraiment fait carrière dans la Légion étrangère avant le décès de son père. Et donc il y a toujours eu des liens forts, et c'est vraiment fantastique d'avoir une remise des képis blancs ici à Monaco. C'est ça, hein, c'est la remise des képis blancs, qui est une cérémonie très importante pour les légionnaires. Ah oui, ben ça c'est le moment où ils reçoivent... c'est le moment où ils entrent complètement dans la Légion. Complètement à 100%, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Donc non, ça c'est vraiment super. Je suis contente que ça puisse avoir lieu cette année. Alors, en plus de ça, parce que voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Si vous aviez une baguette magique là pour les 6 prochains mois, quel serait votre souhait ? Écoutez, grand succès pour le tournoi, qu'on batte tous nos records de nouveau. Voilà, ça serait fantastique. Et encore des avancées considérables dans la lutte contre le cancer. Voilà, ça, je trouve ça serait tellement... Je prie pour ça régulièrement, et donc je pense que c'est ça qu'il faut souhaiter. Vous dites je prie souvent. La foi, c'est important pour vous ? Ah oui, bien sûr. La foi, c'est un pilier de mon existence. Ouais. Donc vous êtes pratiquante ? Oui. Alors j'ai eu des périodes dans la vie dans ma vie où j'ai été, disons, plus pratiquante que d'autres. C'est des périodes de vie, hein, oui, bien sûr. Bon, ça c'est tout à chacun, mais en tout cas, j'ai jamais perdu ma foi. Ma foi a toujours été plus que présente et me guide au quotidien, ça c'est sûr. Mais je pense que ça peut peut-être m'aider aussi à traverser des décès de plusieurs membres de ma famille, hein, mais aussi le décès de ma mère. Disons que j'ai eu beaucoup de décès proches de moi, hein, de ma mère, ma grand-mère, etc. Et ma foi m'a certainement aidée là-dedans aussi. Bah oui. Mais j'ai toujours eu la foi depuis toute petite. Depuis toute petite, ça aussi. Oui, absolument, oui. Même enfant, je passais devant une église, je voulais rentrer. J'aimais aller à la messe quand j'étais enfant.
Et je continue, enfin, c'est quelque chose qui me plaît. Je vais absolument pas contraint et forcé. Oui, quand on vous voit dans les cérémonies, c'est pas une représentation. Vous y allez avec votre cœur. Ah oui, oui, absolument, oui. Bah, déjà, je suis très attachée aux traditions monégasques. Donc, si vous parlez de ce genre de cérémonie, de toute façon, nos traditions, oui, c'est pas ça. J'étais bercée par ça toute ma vie aussi, hein, aussi, donc ouais. j'accompagnais pour certaines choses, enfin, en grandissant, on va dire, ma mère et ma grand-mère, et donc ça a toujours fait partie aussi de ma vie. Donc, je suis attachée à nos traditions, mais sur la partie religieux, disons les messes, voilà, je sais où vous voulez en venir. Non, j'y vais absolument pas contraint et forcé, bien au contraire. En plus, dans ce genre de cérémonie, c'est des messes magnifiques avec beaucoup de faces, avec la maîtrise, les chants grégoriens. Et là, récemment, on a eu pas mal aussi de parties en latin. Et ce que j'aime beaucoup aussi. Donc non, les messes, ça. Disons que si je ne peux pas y aller pour X raisons, je regrette. Je suis triste de pas pouvoir y aller et assister. Ouais. J'y vais toujours avec plaisir et les messes, je les trouve toujours trop courtes, y compris le Te Deum, la fête nationale, voilà, c'est dit. Non, c'est magnifique et c'est des moments de prière où on est tellement nombreux. Et puis de nouveau, quand c'est les cérémonies comme ça, je pense que vous pensez justement à la fête nationale et peut-être à Sainte-Dévote aussi. C'est en union de prière pour notre prince, c'est en union de prière pour la principauté. Et voilà, c'est des moments magiques, oui. Eh bien, écoutez, moi, il me reste à vous remercier d'avoir trouvé un peu de temps pour nous, parce que l'emploi du temps de Mélanie Antoinette de Massy est quand même extrêmement rempli, on s'en rend bien compte. Moi, j'ai toujours du temps pour Monaco Info. Monaco Info me soutient toujours dans tout ce que nous faisons ici, en tout cas au tennis et à la gratuité canine. Donc, de nouveau, merci pour ça. Eh bien, merci à vous. Et bonne chance. Alors, on croise les doigts pour tous les enjeux qui arrivent. J'espère qu'on se reparlera prochainement et qu'on reparlera de tout ça et qu'on aura d'autres succès et d'autres challenges à poser sur la table. Écoutez, absolument, j'espère. Écoutez, je vais vous faire plaisir. Je sais que vous voulez que je raconte une petite anecdote. En déplacement pour la Coupe Davis au Paraguay, quand nous étions à un partout, le président de la Fédération paraguayenne de tir, qui s'avère être aussi le vice-président du comité olympique paraguayen, m'a proposé, parce que sa secrétaire générale, son père est le président du comité olympique là-bas, ils m'ont proposé de visiter leur centre olympique, qui est peut-être un peu l'équivalent de notre stade Louis II, mais c'est immense. Hein, ouais. Et on faisait le tour, et au fil d'une conversation, j'avais mentionné que je faisais du tir, et donc le président de la Fédération de tennis paraguayenne m'a défié au tir à la carabine. Et donc, au niveau tennis, on était un partout. Hein, et je l'ai battu. Voilà. Donc, je sais que vous voulez que je raconte cette anecdote, donc j'ai raconté. Donc, sur le même jour, nous avons battu 2 fois le Paraguay. Comme a dit Romain Arneaudo, lui a dit d'ailleurs au président, après, quand il est venu nous féliciter après la rencontre, Romain lui a dit finalement, aujourd'hui, on vous a battu 2 fois. Évidemment, je l'avais dit aux joueurs juste après. Donc, voilà. Alors, on va espérer la même chose, déjà pour le Maroc. Oh oui. Et puis pour le reste, un chemin le plus efficace possible pour vous en Coupe Davis. Et que nos joueurs aillent loin sur notre tournoi aussi. Romain nous a fait tellement rêver l'année dernière, arrivant en finale. Si les joueurs de la fédération peuvent aller loin sur le Rolex Monte Carlo Masters, ça serait le rêve, ça serait fantastique. Le rêve, ouais. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt. À très bientôt.